Dimanche 12 février, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30. On ouvre ce flash d'information avec le programme des filets socio-productifs. Ce mécanisme de soutien aux foyers les plus démunis prendra en compte 100 000 nouveaux ménages cette année. Sur le dossier, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a ouvert à Yamoussoukro un séminaire de formation. Une session destinée à l'ensemble du corps préfectoral et des leaders communautaires sur le processus de sélection de ces ménages. On en parle avec Kader Sogodogo. Les filets sociaux 2023 enregistrent 100 000 nouveaux ménages. Le gouvernement ivoirien, dans son combat quotidien de lutte contre la pauvreté, développe le pan Solidarité. Ces ménages des plus démunis vont recevoir 36 000 francs CFA par trimestre. Pour mieux appréhender le processus de sélection dans les régions, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté initie à Yamoussoukro un séminaire à l'intention du corps préfectoral et des leaders communautaires. Le rôle du corps préfectoral et des leaders communautaires est en effet un maillon important dans la chaîne des interventions. Car afin de bien relayer l'information auprès des populations, nous devons d'être au même niveau de connaissance et de compréhension sur la manière dont certaines localités sont sélectionnées plutôt que d'autres. Le soutien gouvernemental est perçu comme la bonne pilule. C'est un proverbe qui dit comme ça: ton papa, quelqu'un lui a donné un pantalon et puis toi tu lui as trouvé que le culotte là ne va pas avec mon papa. Donc c'est comme ce que l'État vient de faire aujourd'hui, que ça soit à 35 000, que ça soit à 50 000, que ça soit n'importe comment. C'est un don sans rembourser. Alors nous remercions l'État ivoirien, féliciter ce qu'il est en train de faire, qui continue encore. Ces 100 000 nouveaux ménages sont issus de 14 régions prioritaires: Cavali, Guémon, Nawa, San Pedro, Ossasandra, Agnébitiassa, Go, Lodjibois, Ambol, Nzi, Mé, Bafing, Tchologo et Tonkwi. En 2024, 100 000 nouveaux ménages vont intégrer le processus. Une caravane de sensibilisation sur la politique sociale du chef de l'État se déroule à l'intérieur du pays. À Gagnoa, les populations ont reçu la visite de la ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Une visite qui implique les institutions de prévoyance sociale ainsi que les partenaires sociaux. Au stade municipal de la commune, Maître Adama Kamara a sensibilisé les différentes couches socio-professionnelles sur les produits de protection sociale mis à leur disposition, notamment la CMU, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants. Un reportage de Serge Coléa. Gagnoa, la capitale de la région du Go, ouvre les bras à la 4e étape de la ronde du social. Ce jeudi 9 février, Maître Adama Kamara est accueilli dans une liesse au stade Biakaboda. Après son bain de foule, le ministre, accompagné des ministres Mariatou Kone et Miss Belmondo Dogo, se rend au stand de la Caisse nationale d'assurance maladie où se confectionne la carte de la couverture maladie universelle. L'opération dure moins de 10 minutes. C'est une première qui commence à Gagnoa. Je suis très content d'avoir ma carte, c'est mieux de s'assurer pour l'avenir. Ceci me permet donc d'être couvert. Quand j'ai des difficultés de santé, je peux me faire soigner. Et je me suis inscrit, ça s'est passé rapidement, en moins de 5 minutes. Et voilà le résultat. Le constat fait, la grande campagne de sensibilisation sur la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, le régime de la retraite complémentaire peut démarrer. Les populations du GO sont donc privilégiées, car vous êtes les premiers à goûter à la production in situ de la carte CMU que j'ai annoncée il y a moins de 2 semaines et c'est effectif aujourd'hui. C'est le symbole achevé de l'accélération de votre prise en charge sanitaire en cas de maladie. Le message s'adresse à tous. Un accent particulier est mis sur les planteurs et les travailleurs indépendants, ceux qui exercent à leur propre compte. Le président de la République a instruit le gouvernement pour la prise en charge
par les conseils café cacao, coton anacarde, EVA palmier à huile de la cotisation CMI des producteurs de ces filières. C'est pourquoi nous invitons tous les agriculteurs des filières concernées à se faire identifier auprès de leurs conseils et à s'enrôler à la couverture maladie universelle. Chers parents de Gagnoa, grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire a bâti un système de protection sociale robuste et plus complet et plus inclusif. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a récompensé les 3 meilleures associations de personnes retraitées. 6 organisations de femmes dynamiques de Gagnoa ont reçu chacune une enveloppe de 500 000 francs CFA en guise d'encouragement. Les 2 plus âgés des assurés sociaux, CNPS et SEGRAE, ont été également honorés. La ronde du social à Gagnoa se tient du 6 au 12 février dans le Gord. En état de délabrement avancé, des voiries de Yamoussoukro connaissent depuis quelque temps des travaux de réhabilitation. Lancé en 2019, le projet qui est aujourd'hui à sa 2e phase donne une fière allure à la capitale politique ivoirienne. Au total ont été rénovés et construits environ 140 km de linéaire de bitume à hauteur de 99 milliards de francs CFA. Un constat de Mahama Traoré. Nous sommes au quartier Assabou de Yamoussoukro. Les engins s'attellent à traiter une voie bitumée dégradée pour la remettre en état. Plus loin, au quartier Millionnaire, une autre voie est en cours de bitumage. Depuis 3 ans, ces travaux de voirie sont légion dans la capitale politique ivoirienne. Fort du succès de la première phase, le gouvernement a lancé une 2e phase, plus consistante. Cette première phase qui a démarré en octobre 2019 et la seconde phase qui a démarré en janvier 2021, donc le total de voies qu'on a réhabilité dans Yamoussoukro autour de 146 km. On a construit autour de 12 km de routes neuves avec 5 km de voirie à Tiguakro qui est donc la préfecture voisine. Le coût des investissements total est autour de 99 milliards. Sont entre autres bénéficiaires de cette 2e phase les quartiers Millionnaires, Habitat, Sopim, Dioulabougou et Kokrenou. Dans le dernier quartier cité, le désenclavement pointe du nez. C'était difficile vraiment de passer sur cette route-là. On ne venait pas comme ça, on fallait faire des propositions avant de venir. Mais maintenant, on vient facilement. Pour venir ici, on te demande 500, pourtant on doit payer 200 francs. Ils sont en train d'arranger la route, c'est bien, ça nous fait plaisir. Facilement, j'ai venu voir ma tante qui habite ici. Au Kokrenou était fermé avec la boue. Dieu merci, notre président, il est venu, vraiment il a fait face au quartier Kokrenou, surtout sur la voie de Sopim, il a fait. Et derrière la fondation, le premier goudron qu'il a mis, il a ouvert notre quartier. Yamoussoukro a belle allure aujourd'hui, fière allure. Petit à petit, nous sommes en train de retrouver notre statut, disons, de capitale politique et administrative. Selon la direction territoriale de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, le taux de réalisation est de 71%, pour un délai d'exécution consommé à 65%. En maintenant une telle cadence, fort probable que l'ouvrage soit livré avant le délai prévu pour décembre 2023. Il y a une première phase, une 2e phase. Il va y avoir sûrement une 3e phase. Des évaluations seront faites et donc le gouvernement va apprécier. Je pense qu'aujourd'hui, on circule mieux grâce au président Alassane Ouattara dans Yamoussoukro. Et je pense que le développement de Yamoussoukro va s'accompagner de toutes les infrastructures qui vont avec, l'eau, l'électricité, les routes. Et tout ça va se mettre en branle pour que Yamoussoukro soit donc la capitale, la vitrine de notre pays. Avec cette voirie rénovée, Yamoussoukro sera prête à accueillir la CAN 2023, prévue début d'année 2024. La Grande-Bretagne s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Une mission importante d'investisseurs britanniques est en visite en Côte d'Ivoire. Une visite économique de prospection, une initiative pilotée par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce en Grande-Bretagne et la Tony Blair Institute. Plus de détails avec ce reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est par un forum d'information et d'échange qu'a démarré la mission économique et commerciale des investisseurs britanniques venus s'imprégner des opportunités d'affaires dans notre pays.
Pour cette première journée, 2 ministres ivoiriens sont montés au créneau pour présenter les potentialités dont regorgent leurs secteurs respectifs. Nous avons fait de bons contacts, de grands intérêts et certainement très bientôt la mise en place d'une ferme expérimentale qui pourrait montrer ce qu'il est possible de réaliser dans tous les secteurs de ressources animales halieutiques en Côte d'Ivoire. Nous avons 600 000 besoins en logement, nous avons des besoins en bureaux qui sont très importants pour l'État de Côte d'Ivoire lui-même, qui dispose de ressources foncières, donc qu'il peut mettre à la disposition de ces investisseurs. Nous avons également besoin d'investisseurs dans la voirie, dans les réseaux divers. Des opportunités d'investissement qui n'échapperont pas aux hommes d'affaires britanniques désireux de transformer les intentions d'investir qu'ils avaient nouées depuis octobre 2022 à Londres en investissement. Le Royaume-Uni demeure convaincu qu'il est important que nous partagions nos ambitions communes et que nous puissions établir des rapports et élaborer des accords au cours des jours à venir. Et je pense que cela augure des lendemains meilleurs. Cette mission est surtout pour la Côte d'Ivoire une occasion de se positionner comme une destination incontournable pour les affaires dans la sous-région, mais également en Afrique. Au-delà du code des investissements très attractif dont dispose notre pays, nous travaillons à améliorer l'environnement des affaires, à offrir un environnement favorable au développement des PME. Par ailleurs, des mesures incitatives également ont été adoptées en complément du compte des investissements et mises en œuvre. Cette première journée a été marquée par des rencontres B2B entre les délégations et l'ensemble des acteurs de l'environnement des affaires ivoiriens. Notons que de 2020 à 2021, le volume des échanges et de marchandises entre les deux pays s'évalue à 434 milliards de francs CFA, en hausse de 8%. Désignée première structure privée ISO certifiée 37001 en Afrique de l'Ouest et troisième du prix anticorruption pour le respect des normes et pratiques en matière de bonne gouvernance, le groupement des services eau et électricité a présenté 7 trophées au ministre Epiphane Zoro. De son côté, le ministre en a profité pour appeler les entreprises privées à lutter contre la corruption. On en parle avec Dangui Dangui. La réputation et la crédibilité sont des outils de compétitivité d'une entreprise. C'est une conviction partagée par de nombreuses entités privées, dont le groupement des services eau et électricité, GS2E. Première structure privée certifiée ISO 37001 en Afrique de l'Ouest et ayant obtenu le 3e prix anticorruption pour le respect des normes et pratiques en matière de bonne gouvernance, GS2E a présenté ses trophées au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance ce jeudi. Nous sommes dans un groupe où nous sommes persuadés que nos résultats à long terme sont liés à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Pour cela, on s'est appuyé sur une méthodologie, la norme ISO 37001, parce que justement nous estimons qu'en construisant nos résultats dans l'honnêteté et dans la bonne gouvernance, on pourra durer très longtemps. Le groupement des services eau et électricité est un cas école en matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé, selon le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Le groupe GS2E a montré l'exemple de ce qu'une entité privée peut faire et doit faire pour renforcer, pour améliorer l'environnement des affaires, contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires et comment faire en sorte que l'entité publique soit attractive, attire des capitaux, attire des investisseurs et renforce la confiance des populations qui sont en dernière analyse bénéficiaires de nos prestations. Plusieurs responsables d'entreprises privées ont reçu leur certificat de formation à l'issue de leur participation à l'atelier de renforcement des capacités initié par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption sur le thème « La conformité, un outil de compétitivité ». La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a son nouveau président, Yamoussoukro. Les 122 délégués départementaux ont porté leur choix sur Kassoum Bamba. Le président sortant de l'institution consulaire a été reconduit pour un nouveau mandat de 6 ans. Kader Sogodogo.
Assemblée générale élective à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. 3 candidats au départ. Kwadjogi de Yamoussoukro va désister au profit de Siaka Sangaré d'Abidjan Koumassi. Face à lui, le président sortant, Kassoum Bamba de Korogo. C'est ce dernier qui va conserver son fauteuil. Pour un collège électoral de 122 délégués départementaux, il obtient 102 voix, soit 83,61%. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Ils ont permis l'organisation de cette élection qui nous confère aujourd'hui un mandat de 6 ans. Les artisans m'ont fait confiance pour le travail que nous avons entamé ensemble. Et nous pensons que le programme que nous avons présenté, ça a attiré. Et je crois que les artisans savent lire entre les lignes. Une élection démocratique qui sonne un nouveau départ. Je voudrais féliciter le nouveau président élu et lui dire que nous allons nous mettre autour de lui au bénéfice des artisans de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et son équipe ont multiplié les rencontres pour aboutir à cette élection pacifique. La commune de Yopougon célèbre à son tour la libération des 49 soldats ivoiriens. Au complexe sportif de la dite commune, les populations tenaient à exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Elles sont sorties pour saluer la grande diplomatie du chef de l'État. Serge Pacom Didi, Franck Kwadio pour le commentaire. Après 6 mois de détention au Mali, les 46 soldats ivoiriens sont de retour au Bercail. Au complexe sportif de Yopougon, des artistes ivoiriens donnent de la voix pour dire merci au président de la République, acteur majeur de ce retour. Merci au président de la République pour la classe, avec l'élégance avec laquelle il a résolu cette crise avec le Mali et l'a ramené à la maison des soldats. Des artistes de différents genres musicaux se succèdent sur le podium, dressés pour la circonstance. Une fois encore, la diplomatie a montré sa force. Nous voulons dire à tout le monde que dorénavant qu'il fasse confiance à la diplomatie. La diplomatie paye toujours. Une chaude ambiance et le public qui ne boude pas son plaisir. Plusieurs associations de jeunes venues rendre hommage au chef de l'État. Un concert de remerciements rehaussé par la présence de personnalités de l'armée nationale. L'armée est là pour sécuriser ses hommes, sa population et aussi leurs biens. Et maintenant, si cette population vient saluer vraiment cet acte, je pense qu'il faut les remercier et il faut les encourager. À travers ce concert, ces artistes démontrent bien cette réalité. La musique est facteur de rapprochement des peuples. Dans l'actualité internationale en Mauritanie, le décès d'un militant de défense des droits de l'homme suscite l'indignation. Souvi Ould Jibril Ould Cheyin a succombé à un interrogatoire musclé dans un commissariat de police, et cela peu après son interpellation. Très présent sur les réseaux sociaux, l'activiste avait été arrêté jeudi soir. Selon sa famille, des traces de torture étaient visibles sur son corps. Maître Fatimata Mbaye, la présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, dénonce un acte inadmissible. Et puis, en Afrique du Sud, le rappeur Aka a été tué par balle à Durban. C'est à la sortie d'un restaurant de la ville en rejoignant sa voiture que le rappeur a été abattu vendredi soir. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient pour l'artiste de 35 ans. Celui qui était aussi surnommé Super Méga s'apprêtait à dévoiler un nouvel album après avoir remporté de nombreux prix récompensant sa carrière dans le monde du rap et du hip-hop. Ce drame met un peu plus la lumière sur le manque de contrôle des armes à feu en Afrique du Sud, un pays qui affiche un taux d'homicide parmi les plus élevés au monde. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. Je vous retrouve ce soir à 23h.